Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous reviendrons aujourd'hui sur les origines du programme européen Erasmus avec Monsieur Claude Olivieri, consultant international et spécialiste des relations culturelles internationales et du multilinguisme. Bonjour Monsieur Olivieri. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je Plaisir. vais vous appeler Claude. Hein. Oui, volontiers. Alors, Claude, nous allons revenir aujourd'hui sur le programme phare de l'Union européenne, donc le programme de mobilité universitaire Erasmus, qui a été adopté le 15 juin 1987. Donc, c'est l'un des programmes vraiment phares de l'Union européenne. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'Europe a pu mettre en place ce programme, alors même qu'elle n'avait pas de compétences dans le domaine de l'éducation avant le traité de Maastricht, qui, je le rappelle, donc, a été appliqué à partir de 1992. C'est tout à fait exact et effectivement ça demande un mot d'explication qui est assez peu connu quant à l'histoire de ce programme. Alors c'est vrai que dans les années 80-85, les ministres de l'éducation nationale des différents pays de la communauté économique européenne, des universitaires, se rencontraient en se disant ça serait bien de faire des choses ensemble. Parallèlement à ça, il y avait les Français et les Allemands qui discutaient de l'équivalence de leur programme. Au rythme où c'était parti, on en avait pour de longues décennies. Et donc on était pratiquement dans une impasse et la communauté économique européenne, comme son nom l'indique, n'avait pas de compétences en cette matière-là. Et alors là, il y a eu un hasard de l'histoire assez extraordinaire, assez heureux, qui est dû à l'initiative d'une étudiante grenobloise qui s'appelait Françoise Gravier et qui, dans ces années 85, décide d'un beau jour, comme ça, d'aller suivre un cours sur la bande dessinée à l'Académie royale des beaux-arts de Liège. C'était pas un cas particulier, mais ça n'entrait dans aucune référence institutionnelle spéciale. C'est ce qu'on appelait les free movers, c'est-à-dire des gens qui se déplaçaient librement, mais qui n'avaient aucun diplôme particulier à la sortie à l'issue de leur périple. Ou en tout cas, diplôme reconnu dans leur pays. Reconnu dans leur pays, voilà. Donc il n'y avait pas d'équivalence systématique. D'accord. Donc Mademoiselle Gravier part pour Liège. Elle s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts et là, elle a la désagréable surprise de voir qu'on lui réclame ce qu'on appelle en Belgique un minerval, c'est-à-dire des droits d'inscription, en quelque sorte, alors que ses camarades belges en sont dispensés. Donc elle s'en étonne, on lui oppose le règlement, elle proteste, on lui dit qu'elle n'a pas beaucoup de discussions possibles. Comme elle est aussi déterminée que peu fortunée, elle va consulter un ami avocat, en lui demandant s'il y avait quelque chose à faire. Et cet avocat se dit, bon, après tout, il y a peut-être quelque chose dans la mesure où il y a visiblement une discrimination entre des ressortissants de la communauté économique européenne. Est-ce qu'on peut plaider ça en disant que l'Académie n'est pas habilitée à demander un traitement différent, à exiger un traitement différent? Le tribunal administratif de Liège est fort embarrassé, surtout qu'il s'agit non pas d'enseignement universitaire, mais d'un cours sur la bande dessinée dans l'Académie royale des beaux-arts. Enfin bref, comme elle ne sait pas quoi faire, elle va poser la question dite préjudicielle, c'est-à-dire avant jugement, à la Cour européenne de justice de Luxembourg. C'est une procédure tout à fait habituelle. C'est pas la Cour qui décide à la place du tribunal, mais on lui demande en quelque sorte un avis, une consultation juridique. Voilà, il peut examiner les traités, par exemple, et donner son avis. C'est exactement ce qu'il fait. Et il rend, alors en date du 13 février 1985, pour être précis, l'arrêt Gravier, qui va faire une grande jurisprudence, qui précise que l'imposition d'une redevance ou d'un minerval comme condition d'accès à des cours d'enseignement professionnel aux étudiants ressortissants des autres États membres, alors qu'une même charge n'est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationalité qui est prohibée par l'article 7 du traité de Rome. Alors la deuxième question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'un cours sur la bande dessinée relève de la formation professionnelle ? Tout à fait. Et là, la Cour tranche de façon extrêmement nette, en disant en substance que tout ce qui relève de l'université peut être considéré comme ressortissant à la formation professionnelle. Donc Mademoiselle Gravier obtient gain de cause. D'ailleurs, cet arrêt-là est confirmé par un arrêt l'année d'après, qui confirme bien que l'université
relève en quelque sorte de la formation professionnelle. Donc mademoiselle Gravier a obtenu satisfaction, elle sort en quelque sorte de l'histoire, mais la Commission européenne récupère un petit peu la chose à son profit. Et c'est là où Jacques Delors a une idée géniale. Il se rend bien compte que si on laisse les universitaires traiter entre eux du rapprochement des systèmes éducatifs, on n'arrivera pas très vite à quelque chose, mais que si en revanche on institue un système de mobilité des étudiants ou des enseignants, on arriverait peut-être à rapprocher les hommes et les systèmes éducatifs. Et c'est ce qui est à l'origine du programme Erasmus. Donc on peut remercier mademoiselle Gravier pour sa détermination. Et comment en est-on arrivé, pourquoi et comment a-t-on choisi cet acronyme Erasmus? Parce que c'est un acronyme à la base. Alors c'est le deuxième miracle. Le premier miracle, c'était mademoiselle Gravier. Le deuxième miracle, c'est effectivement ce choix. Au départ, là encore, un peu tarabiscoté, parce que Erasmus, en fait, c'est un acronyme pour, excusez mon accent anglais déplorable, European Action Scheme for University, for Mobility of University Students, c'est-à-dire notamment programme d'action européen pour la mobilité des étudiants universitaires. Vous voyez, c'était un peu alambiqué, mais ça sonnait comme Erasmus. Voilà un peu le point de départ, donc une référence à une grande figure de la Renaissance, symbole aussi de la mobilité, et on va voir que ce programme va connaître une expansion extraordinaire. Et justement, donc on connaît le nom d'Erasmus grâce au programme européen, donc, mais on connaît beaucoup moins la personnalité d'Erasme, qui était un grand homme de la Renaissance, qui lui a donné son nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce grand homme ? Alors effectivement, Erasme était un grand homme, non pas de par sa constitution physique, qui était plutôt malingre. Il parlait lui-même de son corpuscule. On le connaît à travers quelques petits portraits que nous avons d'Holbein ou de Dürer. Mais enfin, rien ne destinait Erasme à cette célébrité, même de son temps. Erasme qui est d'origine hollandaise. Oui, alors son vrai nom, c'était... Enfin, le nom qu'il se donne après la mort de ses parents, parce que l'usage des noms de famille à l'époque n'était pas très stabilisé. Et à 17 ans, lorsque ses parents meurent, d'ailleurs au demeurant, il est le fils d'un prêtre, vous voyez, donc une origine assez obscure, et il se prend le nom, il se donne le nom plutôt. Alors il s'appelle Desiderius Erasmus Rotterdamus, c'est-à-dire désiré, mot à mot, Erasmus. Et les deux noms, l'un d'origine latine, l'autre d'origine grecque, signifient à peu près la même chose. Aimer, désirer, aimer, Erasmus en grec, et Rotterdamus de Rotterdam, c'est sa patrie d'origine. Alors c'est quelqu'un qui fait des études de théologie, c'est bien un homme de la Renaissance, épris de culture, épris de science, et c'est un homme qui voyage beaucoup, comme on le faisait à cette époque-là. Donc on va trouver des traces d'Erasme de Rotterdam, bien sûr aux Pays-Bas, à Paris, où il apprend le grec, à Londres, où il travaille avec son ami Thomas More, qui aura une fin un peu difficile aussi. On le retrouve à Turin, on le retrouve à Rome, on le retrouve à Fribourg, à Bâle. Enfin, il voyage beaucoup, et non seulement il voyage, mais il est en correspondance directe avec tout ce que l'Europe de l'époque compte de savants, d'érudits, d'hommes esprits, d'ouverture et de culture. Voilà un petit peu la personnalité d'Erasme. Alors, sa pensée... on associe souvent à Erasme le mot d'humanisme et la notion d'évangélisme. C'est-à-dire que Erasme, il a une formation de théologien, mais en fait, les études l'intéressent davantage que la théologie, bien que sur la fin de sa vie, on lui propose même de devenir cardinal, mais il refuse. Bon. Et il a une lecture très critique des textes sacrés, non pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement, il est en hostilité en quelque sorte avec l'Église de son temps, qui tend à imposer sa propre lecture des textes sacrés, et lui, justement, par la connaissance des langues anciennes, il va pouvoir effectivement revendiquer un examen plus libre. C'est ce qu'on appelle l'esprit évangéliste. Alors, Erasme écrit beaucoup aussi. Il est
entre autres l'auteur d'un ouvrage de pédagogie sur l'éducation des enfants qui est destiné à l'institution du futur Charles Quint. Et il est aussi surtout connu pour un ouvrage qui a survécu, un ouvrage écrit en latin bien entendu, et qui s'appelle L'éloge de la folie. Alors l'éloge de la folie, c'est un titre effectivement assez paradoxal, où il imagine effectivement le dialogue entre la déesse folie qui s'en prend à la raison, et c'est évidemment une allégorie, une fable pour se lancer dans une satire mordante contre tout ce que l'époque contient encore d'obscurantisme, de courtisanerie, etc., et prôner l'esprit humaniste. Alors un esprit humaniste qui est fait essentiellement de cosmopolitisme et de pacifisme. Je voudrais juste citer une petite phrase ici. Il dit « Le monde entier est notre patrie à tous ». Il ajoute « Pourquoi ces noms stupides ?» Il parle des Anglais, Français, Allemands, Espagnols, etc. « Pourquoi ces noms stupides nous séparent-ils puisque le nom de chrétien nous unit ?» Donc une vision pacifiste, humaniste, global. Finalement, du monde chrétien en tout cas. Du monde chrétien, et on pourrait presque dire déjà européen d'une certaine manière. Et Stefan Zweig, qui a écrit une biographie d'Erasme, justement, en fait justement un héros, un porte-parole de l'Europe. Donc une image de tolérance, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a pris le nom d'Erasmus pour désigner ce programme de mobilité universitaire. Alors bien entendu, Erasme à son époque n'était pas bien vu par tout le monde, hein. Ses livres ont été brûlés en place publique, c'était la moindre des choses pour un esprit libre. Mais il est bien sûr très reconnu aujourd'hui dans le monde entier, et il est moins connu que le programme auquel il a donné son nom, mais enfin ce qui compte c'est la descendance en quelque sorte et l'esprit. Et à Rotterdam, il y a une université Erasmus. Il faut remarquer que c'est la première université hollandaise qui porte le nom d'une personnalité. Et puis il y a aussi à Rotterdam, les touristes le savent, un pont Erasmus. Et c'est de ce pont Erasmus qu'en 2010, on a donné le départ du Tour de France. Eh bien, une bien belle histoire du coup européenne avec ce programme Erasmus, donc dédié à la base aux étudiants et maintenant avec Erasmus+, ouvert à tous, à la mobilité vraiment dans le cadre formel et non formel. Merci beaucoup Monsieur Olivier Ry pour cette biographie un peu d'Erasmus et du programme Erasmus. Donc c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.